Bonjour à toi, cher spectateur, et parlons d'un biopic tout de même sacrément délirant sur le papier, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait quelqu'un qui aurait les couilles un jour de faire un biopic sur NTM au travers d'un film qui s'appelle Suprême, réalisé par Audrey Estrugo. Et l'histoire, elle est super simple. Vous avez Didier d'un côté, vous avez Bruno. L'idée, c'est de découvrir comment ils sont devenus Joey Starr et Cool Chain entre 89 et 92. Voilà. On va pas donner plus de détails, parce que ça serait vous révéler des petits éléments croustillants d'une narration qui est tout de même assez intéressante. Et pour en parler avec moi, ça fait combien de temps que tu me tannes de faire cette vidéo? Depuis l'annonce du projet, quasiment depuis sa sortie. Sûrement, ouais. Bah au moins depuis la bande-annonce. Oh, ça c'est clair. Comment vas-tu, Kevin? Très bien, très bien. Bon, bah tant mieux. Ouais, donc, alors, ce film est assez étrange sur le papier parce que même s'il assume le fait d'être un biopic sur les débuts de NTM, c'est un biopic qui a également l'appellation librement inspiré des débuts de NTM. Donc ça veut dire que clairement, à l'image de Aline réalisée par Valérie Lemercier, on est sur un biopic qui ne veut pas complètement coller à la réalité des faits. C'est un choix surprenant, mais qui a l'air d'être de plus en plus mis en place par pas mal d'auteurs pour un petit peu s'émanciper de l'étiquette biopic classique qui parfois amenait à des conflits du genre « ça c'était pas tout à fait comme ça c'était pas tout à fait comme ça » et les fans qui commençaient à tout de suite se monter le chignon, à se dire « non mais là c'est pas un bon biopic parce que c'est pas objectif sur la vie de machin ». Avec cette espèce d'appellation, j'ai l'impression que de plus en plus d'auteurs se disent qu'ils vont avoir la liberté nécessaire pour pouvoir construire un film qui leur ressemble et qui également ressemble à ce qu'ils avaient comme vision, soit du groupe, soit d'un auteur, soit d'un artiste, enfin bref. C'est assez intéressant comme vision et je dois avouer qu'Audrey Estrugo, elle a quand même bien vendu son projet. Il y a eu des bons retours suite au Festival de Cannes, il y a eu un vrai engouement qui s'est créé autour du film suite aux nombreuses avant-premières qu'il y a eu. Et avec tout cela en tête, Kevin, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé de Suprême ? Moi j'ai pensé que c'était j'ai trouvé que c'était un bon film, enfin il était bien interprété, qu'il y avait une structure certes qui est pas banale, on va dire, enfin qui est à la fois très classique mais à la fois voilà, on sait pas, c'est assez flou en fait au niveau du déroulé. Mais j'ai trouvé que c'était un film plutôt intéressant sur le groupe en fait, sur la naissance du groupe, et qui surtout ne fait aucune concession il n'essaye pas d'adoucir en fait les rapports notamment qu'il y avait entre Cool Chain et Joey Starr, qui étaient très conflictuels, qui ont mené à la dissolution du groupe à un moment donné. Et le film ne fait pas l'impasse là-dessus. Il n'essaye pas d'enjoliver quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé qu'il était assez intéressant, qu'il respectait, et ça c'est assez rare dans le cinéma mainstream en tout cas, de respecter la culture hip-hop. Je trouve qu'il y a un vrai respect de la culture hip-hop, que ce soit du graphe jusqu'au rap sur scène par exemple. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment il le prenait pas de haut quoi. Et c'est souvent le cas, notamment dans les médias ou dans le cinéma mainstream, on ne sait pas vraiment traiter ce sujet. Et là j'ai trouvé qu'Audrey Estrugo arrivait vraiment à s'emparer du truc, et notamment en le mettant en perspective, mais ça c'est pas totalement abouti, avec le contexte social, avec une sorte d'état des lieux en fait de la vie en banlieue. Et ça, j'ai trouvé que c'était peut-être pas assez poussé, peut-être. Mais bon, il y a plein de choses dans le film, donc c'est compliqué de tout mettre, quoi. Oh oui, ça c'est clair. Alors c'est bien, c'est même très bien, je trouve. C'est plutôt audacieux comme film. Après, ça reste un peu classique. Ça prend pas trop de risques en termes de visuel ni en termes de narration. Par beaucoup d'aspects, ça m'a fait penser à Straight Outta Compton, le biopic qu'il y avait eu de F. Gary Gray sur NWA. En même temps, les deux sont à peu près nés dans la même période, il y a eu le même engouement, à de nombreuses reprises dans le film est cité NWA, que ce soit dans les décors ou que ce soit dans les paroles. Donc clairement, il y a cette envie de vouloir se lier un petit peu à ce groupe un peu mythique de la côte ouest américaine. Après, le film en tant que tel a une structure, comme tu disais, qui est vraiment intéressante. Cette idée de vouloir partir sur une narration très simple qui va juste tracer les débuts de NTM, c'est assez audacieux parce qu'on se dit, ça serait facile de vouloir prendre un bout du passé, prendre un bout du milieu, prendre un bout de la fin et se dire, allez, avec tout ça, on fait un film de 2h30, ça sera tassé. Là, prendre 1h50 pour vraiment raconter les 3 premières années de NTM, pouvoir construire des caractères, pouvoir construire ce qui va faire l'essence même du groupe jusqu'à ce Zénith à Paris. Enfin, ça amène tout de suite une narration qui est beaucoup plus fluide et qui semble beaucoup plus claire en fait en termes de construction de personnages.
Pour autant, derrière, on a un peu l'impression que, et ça le paradoxe, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. En fait, le film se concentre essentiellement sur... alors, les deux acteurs sont vraiment magnifiques dedans. Je trouve qu'il n'y en a pas un qui tient la couverture à lui. Il y a vraiment un équilibre, c'est vraiment un film de groupe. Pour ça, dans l'interprétation, en tout cas, on le ressent. Dans l'écriture, c'est un petit peu déséquilibré, je dirais. Il y a quand même beaucoup plus de choses à dire sur Joe Star que sur Cool Shed. Et par conséquent, on s'intéresse beaucoup plus à son parcours familial, notamment. On voit un petit peu son background avec son père qui est... Donc ça, c'est une histoire qu'on connaît à travers les textes de Joe Star, à travers notamment aussi une biographie, je crois qu'il a écrit. Son père était une ordure, en fait. Et donc ça, on s'y intéresse, on le voit. Et je pense que ça, par contre, c'est assez aseptisé, parce que je pense que son père allait beaucoup plus loin que ça dans la vie. Même s'il est assez terrifiant, l'acteur qui le joue. Ouais. Le film s'intéresse beaucoup plus à ce côté-là, et d'ailleurs la conclusion du film amène, c'est plutôt une conclusion de l'arc de Joe Star. Ah bah complètement. Donc Complètement. là-dessus il y a peut-être un petit déséquilibre, peut-être qu'il aurait fallu assumer le fait que ce soit un film sur Joe Star plus que sur le groupe, même si à l'interprétation, notamment dans les scènes de concert, dans les scènes d'écriture, dans les scènes de studio, tout ça, il y a vraiment une alchimie entre les deux acteurs. Mm. Et voilà, c'est plus là-dessus que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai déséquilibre. Et puis après, le truc que je pourrais reprocher au film, c'est un côté trop classique en fait. Peut-être un manque d'audace, peut-être global. Mais à la fois, c'est un exercice qui est assez périlleux parce que c'est un biopic sur un groupe qui est toujours qui est plus en activité, mais qui est toujours vivant. Sur des artistes qui sont toujours vivants, dont on voit... Joe Star, on le voit souvent à la télévision. Et dont ils ont été les consultants aussi sur voilà, le tournage, plus, c'est bon de le rappeler. Joe Star, je pense. Ouais. Je crois que Joe Star a été très présent pour la production et la création du film. Ce qui me rappelle beaucoup ce qui s'est passé, c'est encore une fois très lié, mais sur NWA Straight Outta Compton, où tu avais Dr. Dre et Ice Cube qui étaient vraiment hyper présents, voire tellement pesants en fait que pour certains, le film est considéré comme hagiographique parce qu'il adoucit beaucoup les caractères d'Ice Cube et Dr. Dre, qui visiblement étaient du terme des bons gros salauds, et dans le film passe limite pour les gentils de l'histoire. Alors que là, oui, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment, je pense que c'est une influence, à mon avis, ce film. Maintenant, j'ai l'impression que quand même, il y a moins cet adoucissement sur clairement, on voit Joe Star un petit peu dans des trucs pas très glorieux, que ce soit dans la consommation de substances ou... Et il y a une autre différence, c'était que Ice Cube et Dr. Dre étaient prod sur NWA. Là, Joe Star n'est pas du tout producteur, il ne soutient pas le film financièrement, donc il y a forcément une attache qui... Il a juste donné son aval, en fait. Exactement. Et un peu drivé les acteurs. Et puis de toute façon, à partir du moment où pour moi il y a marqué librement inspiré, je m'attends pas à ce que ça colle parfaitement à la réalité, et limite je m'attends presque à ce qu'on grossisse encore plus les traits et qu'on abuse de certains aspects. Ouais, c'est vrai. Je te propose qu'on passe à l'écriture, même si on a déjà un petit peu entamé. Dans l'écriture, c'est Audrey Strugo et Marcia Romano qui s'y collent. Alors Marcia Romano, ça me fait beaucoup rire parce que je crois que ça va être la 3e ou 4e fois dont j'en parle ce mois-ci. Ouais, visiblement c'est une scénariste qui aide beaucoup d'auteurs actuellement, beaucoup d'auteurs féminins. Elle a travaillé sur quoi? Sur l'événement, sur De son vivant et là sur Supreme, et je crois qu'elle travaille sur d'autres projets à côté, donc c'est dire, elle bosse bien. Concrètement, je trouve que l'écriture, tu en as déjà bien parlé, mais déjà oui, elle est très centrée sur Joe Star, et c'est vraiment l'évolution de Didier qui intéresse plus Audrey Strugo et Marcia Romano que réellement Cool Chain et Joe Star. Enfin, c'est assez paradoxal parce qu'on sent que elle a presque envie de se garder le personnage de Bruno de côté pour potentiellement en parler sur un autre plan. Parce que c'est vrai que je sais pas si c'est qu'il y a vraiment rien à raconter sur la vie de Bruno. Non, parce qu'en plus le film montre quand même un aspect, les prémices d'un aspect un peu tragique de la vie de Bruno, à savoir sa relation avec Lady V, qu'on voit. La mort de Lady V est arrivée bien plus tard dans l'histoire, mais même là, en fait, on s'y intéresse très peu. En fait, Lady V, elle parle jamais dedans. Si, sur un moment, elle ouvre sa gueule, c'est tout. Ouais, voilà, mais du coup, c'est vrai qu'après, il y a un truc qui... Peut-être que ça s'est tramé en coulisses aussi, parce que je pense que Joe Star était très concentré sur ce film-là. Il a soutenu ce film-là. Et je crois qu'à l'inverse, Cool Chain a soutenu une mini-série Arte là, qui est en train de se faire, qui s'appelle Le Monde de demain. T'as raison, oui. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être que le déséquilibre s'est fait là, en fait. C'est que je pense que l'investissement de Joe Star sur le film a peut-être pesé aussi d'un point de vue scénaristique. Et que peut-être qu'on aura une autre version, un autre versant sur la mini-série Arte. On verra. Mais en tout cas, le film en l'état, c'est vrai qu'il montre très peu de Bruno. Et à la fois, on voit quand même que
Enfin, Joey Starr, ce serait facile de dire oui, le moteur de NTM c'est Joey Starr. Parce qu'effectivement, sur scène, c'est une bête et tout. Mais à la fois, on voit très bien aussi que sans Bruno, enfin sans Cool Chain, il n'est pas grand chose en fait. Le film nous le montre très bien. Et donc, quelque part, le film restitue un petit peu cet équilibre-là du groupe, qui peut pas être, peut pas y en manquer. De toute façon, oui, c'est ça. C'est ce qui est intéressant, entre guillemets, dans cette narration. C'est vraiment cette idée que on parle beaucoup d'union. Toute la narration du film est basée sur cette idée que sans l'union, il n'y a rien qui marche. Ouais. Et c'est ce que je trouve très intéressant en fait, c'est que c'est vraiment l'aspect qui je trouve est le gros fil rouge de cette narration. Cette sensation que le déséquilibre se fait quand il y a des embrouilles, des séparations. Ce qui peut être un aspect très classique finalement des biopics. Lorsqu'on regarde la plupart des biopics, dès que ça concerne un groupe ou même un artiste, dès qu'il y a l'élément moteur qui lui fait perdre pied avec une forme de réalité, c'est là tout de suite qu'on nous grève des éléments de narration qui vont nous dire s'il n'est pas complet, cet artiste n'arrivera pas jusqu'au bout. C'était le cas avec le biopic sur Ray Charles par exemple. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vu qu'à la base, on a cette idée que ça n'est pas juste deux mecs, mais un groupe de 30 personnes, ce que je trouve assez génial en termes de narration, ça fait que du coup, on a cette espèce d'union qui est vraiment un peu brouillon et bordélique, où on voit cette énorme masse de personnes débarquer pour faire un concert, et où on se dit, non mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire un concert. Et c'est intéressant finalement d'avoir cette narration, où on sent que même si ils portent le groupe, Joey Starr et Cool Chain, c'est assez intéressant de jouer sur la pluralité justement du soutien qu'il y a autour d'eux. Et c'est rare finalement dans ce genre de film d'avoir cette idée d'un groupe de 30, enfin c'est la famille. mais du coup ça crée une narration qui du coup semble très souvent exploser, dans le sens où on va vraiment s'éparpiller. Je pense à cette scène autour de la piscine où on a l'impression que tout fuse dans tous les sens, que tous les dialogues vont à 2000 à l'heure et que toutes les situations ça avance de manière un peu bordélique. Et pour autant on se dit derrière, c'est quand même clair que l'objectif c'est de nous montrer que il y a un vrai cocon, et si ce cocon il pète, et ben c'est là que le groupe peut péter. Mais oui, mais à la fois, cette scène là par exemple, je crois elle intervient en 91 ou 92, enfin pas longtemps avant la fin du film, elle montre déjà les limites du groupe en fait, que de toute façon on voit, il y a plusieurs scènes où justement Cool Chain et Joey Starr sont à deux doigts d'en venir aux mains limite. 6 ans après, le groupe était fini. Enfin, tu vois, ils se sont séparés entre 98 et 2000 après la sortie de Suprême. Et déjà, le groupe était déjà condamné d'une certaine manière. Et quelque part, cette famille autour d'eux, elle ne pouvait plus exister. À partir du moment où le groupe se professionnalisait, ils ne peuvent pas débarquer à 30 sur un plateau télé. Ou, voilà. Je sais pas ce que tu veux dire, enfin. Non, mais voilà, c'est des crews et tout, mais il y a un moment donné où c'était peut-être la limite à un moment du groupe. Et bon, je pense que le film... à la fois il montre, tu sais, je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais la le montée, rise and fall. Ouais, voilà. Mais pour l'instant on voit juste le rise, mais le fall est bien on le pressent en fait, on le pressent que de toute façon le groupe est pas amené ouais, c'est ça. C'est pas les Rolling Stones qui vont faire une carrière sur 60 ans quoi. Bah, c'est d'ailleurs le plus gros défaut qu'on peut poser sur la narration, c'est cette sensation qu'on devrait être sur un rise and fall, cette vraie montée qui atteindra un climax et il y aura une chute derrière, et en fait on ne l'a pas parce que c'est juste un rise. C'est juste une montée en puissance du groupe jusqu'au Zénith de Paris, et c'est vrai qu'à côté, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés de construction parce qu'il faut rajouter des éléments qui fassent qu'il peut y avoir des remises en question, comme par exemple, je pense à ce concert qui est mis en relief où Joey Starr débarque seul sur scène, commence à vomir et à gerber ses tripes, et là c'est là que Cool Chain arrive et vraiment le soutien, et c'est là qu'on voit que du coup il y a vraiment une union parce que bizarrement dès qu'il débarque il dessoule, et au-delà de ça, c'est vrai qu'on sent qu'il y a besoin, de la part de Romano et de la part de Estrugo, de vouloir rajouter des petits éléments comme ça de bascule, comme pour inciter à des climax ou des pseudo-montées en tension ou des pseudo-retournements. Et c'est peut-être le plus gros défaut que je trouve dans cette narration, c'est parce que, à cause de cette forme-là, le film n'est pas foutu en montagne russe. Et du coup, on n'est pas dans une espèce d'intensité émotionnelle où on monte, on descend, on monte, on descend. Et je trouve ça un peu dommage, finalement. Ouais. Est-ce que c'est pas lié au fait aussi où c'est un groupe relativement contemporain et du coup on est peut-être trop proche d'eux en fait avec leur histoire, pour vraiment s'en distancier, et je sais pas. C'est juste le fait qu'ils soient encore vivants. Ça, Oui, ça aide peut-être pas en termes d'émotion. C'est un groupe des années 70, peut-être que du coup émotionnellement on se dirait tiens oui peut-être que là il y a plus de risques que je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas c'est vrai que le film est assez balisé d'une certaine manière. C'est le concept même du biopic fait que voilà, après c'est des choix qui sont faits dedans, peut-être que les choix ne sont pas assez audacieux, peut-être scénaristiquement. Peut-être. En termes de mise en scène, donc Audrey Estrugo, qui se colle à la réal de ce film, honnêtement, j'aime bien le point de vue qu'elle a sur le groupe.
en termes de pur visuel et en termes surtout de manière de construire le film. Enfin, déjà, c'est un biopic que je trouve très audacieux parce que c'est bon de dire qu'elle a voulu mettre en scène des acteurs qui vont réellement incarner Cool Chain et Joey Starr. Et ça veut dire qu'ils vont réellement chanter toutes les parties rappées. Ouais. Et ça, déjà, je trouve que c'est hyper audacieux parce que on a tellement de biopics qui, dernièrement, n'ont pas eu, entre guillemets, pardon du terme, les couilles de vouloir justement engager des acteurs qui soient capables, vocalement et physiquement, d'incarner les personnages. Enfin, c'est pas pour rien que quand tu vois Straight Outta Compton, je prends toujours cet exemple, t'as quand même le fils de Ice Cube qui porte le rôle de son père. T'as quand même t'as quand même des acteurs qui ont vraiment les mêmes gueules et du coup, derrière, et ils chantent pas toujours tous leur partie, quoi. Ouais. Et c'était le cas aussi avec le biopic sur James Brown, avec Chadwick Boseman, où pareil, il ne chantait pas ses parties. Et c'est vrai que du coup, là, voir une auteure se dire vas-y, je prends des acteurs qui vont être capables physiquement et vocalement de porter ces personnages, du coup ça rend tout le film encore plus crédible et encore plus imposant. Ouais, ça donne une authenticité, et effectivement. C'était un choix qui avait été fait notamment, enfin pas dans le rap mais sur Johnny Cash, enfin sur Walk the Line, où c'était Joaquin Phoenix qui interprétait les chansons. Et je trouve que ça donne vraiment un cachet supplémentaire. Alors ça passe énormément pour Chandler Funtek parce qu'il a quasiment le même timbre que Cool Chain. Sur Theo Christine, il y a un temps d'adaptation quand même parce qu'il a la voix légèrement plus fluette quand même. Ouais, c'est ça. Mais on va dire qu'à partir du moment où il te fait le... Ouais, voilà. Ça passe. Et surtout au début, Joey Starr n'avait pas forcément la voix qu'il a aujourd'hui non plus, Ouais. mais il y a peut-être un petit temps d'adaptation sur Theo Christine. Mais ce qui participe d'autant plus, c'est le fait comme ils interprètent eux-mêmes les morceaux, du coup, au niveau scénique, je trouve qu'ils se lâchent complètement, quoi. Ah les scènes de concert sont dantesques. Et comme on parle d'un peu de mise en scène là, je trouve que le point positif de la réalisation d'André Strogo, c'est vraiment les scènes de concert. Les scènes de live, je trouve qu'elle a vraiment réussi à restituer ce que pouvait être un concert d'NTM. La fièvre qui s'en dégage, tout le côté vraiment... puis cette rivalité, ce côté bestial entre les deux chanteurs, enfin les deux rappeurs. Et du coup, je trouve qu'il y a vraiment Enfin, c'est vraiment les temps forts du film, quoi. Ouais. C'est ponctué, c'est disséminé comme ça sur plusieurs... Il y a une scène sur laquelle je pourrais mettre tout de même quelques réserves. Ouais. C'est la toute première scène de concert. Où là, honnêtement, il y a un moment, tu veux citer 8 Mile, fais-le plus subtilement. C'est mon gros problème, c'est que je trouve qu'elle est allée chercher une ref qui est bien. Une très bonne ref. C'est une super ref, mais elle est trop flag. J'ai même pas vu, en fait, tu vois, j'ai même pas... Si tu veux, je pense que c'est plus... ça se passe comme ça, une battle, quoi. Ouais, mais là, pour le coup, c'est vraiment trop pareil. Je veux dire, il y a exactement le même ton, la même ambiance, c'est quasiment filmé de la même manière. Ouais, je vois, par rapport pour moi, à quand on voit Solo... C'est vrai, pour moi, c'est beaucoup trop similaire, et c'est un peu dommage, parce que je pense que réellement, cette scène-là, il y avait moyen d'en créer quelque chose de très différent, mais à vouloir trop coller au film, je trouve que du coup, ça colle trop au film de Curtis Hanson, c'est exactement la même scène, quoi. C'est vraiment, même quand il y a cette masse, tu sais, qui saute, les mecs qui sont dans l'ambiance, c'est pareil que dans 8 Mile. Et il y a le même cadre en plus à ce moment-là. Pour moi, c'est trop flag. Je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que cette scène-là, elle aurait pu vraiment se l'approprier au vu de ce que ça donne ensuite. Parce que dès qu'on est dans d'autres salles de concert, dès qu'on est dans une autre ambiance, mais là, elle se crée une identité propre. Elle se dit, ok, j'ai deux acteurs, ils peuvent aller à fond dans leur perso, je vais laisser tourner la caméra, on va se balader un petit peu à gauche et à droite, on va avoir deux cams à la limite, voire trois qui vont se balader, et on va laisser les acteurs vivre. Et c'est là, du coup, je me dis, putain, pourquoi t'as pas fait ça dès le début? Il y avait moyen d'en faire des trucs trop cool, d'avoir une super ambiance, d'avoir une esthétique et un visuel qui soit vraiment dès le début détonnant. C'est un peu dommage. Je m'avais pas trop choqué, mais effectivement, oui, c'est un peu l'écueil de la battle, tu vois. Voilà, je pense que effectivement, enfin, tu vois, c'est vrai que le film 8 Mile est quand même resté, enfin, une ref. Il a plus de 20 ans, il est encore dans les esprits de tout le monde. Et donc, mais à la fois, je trouve qu'il avait une vraie authenticité aussi, parce qu'il restituait vraiment ce qu'était une battle, je pense. Et que, effectivement, une battle, ça se passe comme ça. Donc, c'est vrai qu'après, il faut évidemment trouver sa manière de le filmer, mais peut-être qu'elle l'a pas fait assez. Ouais. Mais au-delà de ça, tu l'as bien dit, et tout le rythme en fait du film, et je trouve très intéressant. Il y a un très joli jeu entre comédie par instant, où vraiment on a des scènes qui sont très drôles, des scènes très dramatiques, notamment les nombreuses scènes entre Didier et son père qui sont vraiment d'une brutalité absolument folle. On a toutes les scènes vraiment assez intimes entre Didier et Bruno que je trouve vraiment
très bien foutu, dans le sens Ouais. où elles prennent leur temps, dans le sens où il faut générer une émotion et faire en sorte de montrer qu'il y avait une vraie connexion entre deux, une connexion qui à des moments pouvait générer des conflits, ça c'est évident, mais une connexion tout de même qui était extrêmement forte. Et c'est cette intensité et cette justesse qui, je trouve, fait l'œil d'Audrey Estrugo. Et fait que son film ne ressemble pas, comme ça peut être le cas sur des scènes, mais dans la généralité ne ressemble pas aux trois quarts des biopics qu'on a l'habitude de voir dans ce genre-là. Parce qu'il y a une envie d'être vraiment centré autour de l'émotion et de la sensibilité de ces personnages. Bon, bien sûr, c'est plus la sensibilité de Didier que celle de Bruno, mais pour autant, on ressent une crédibilité par le biais de sa mise en scène. Les films à hauteur d'épaule, donc effectivement, moi, enfin, je sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais ça m'a fait penser en le voyant aux deux premiers films de Ryan Coogler un peu, dans la façon de traiter le sujet et de filmer à hauteur, enfin, tu vois, Fruitvale Station sur le côté un peu dans le quotidien, enfin, tu vois, vraiment le quotidien et les scènes de concert, ça me faisait penser au combat dans Creed. Tu vois, il y a un côté vraiment filmé avec un peu d'amplitude dans des recoins. Il y a de l'amplitude, le côté qu'on soit vraiment sur la longueur du plan, enfin c'est... Après, j'ai pas osé lui poser la question, enfin quand à l'avant-première, j'ai pas osé lever la main pour lui dire hey, Ryan Coogler. Mais je pense très sincèrement. Potentiellement, je suis presque sûr qu'au moins elle les a vus. Je pense qu'elle avait des grosses refs américaines. Elle avait des grosses refs américaines, ça se ressent dans plusieurs scènes. Et c'est aussi important de préciser qu'elle n'élude jamais le point de vue qu'avait NTM sur les banlieues. C'est un point qui est très important et qui est souvent rappelé dans le sens où ils voulaient être les messagers de cette banlieue par le biais de leur texte, mais pour autant ça n'était pas à eux de mener cette bataille. Pour eux, ils se considéraient comme un porte-voix. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est résumé par une très bonne scène qui est un peu surréaliste, mais qui, à mon avis, est complètement basée sur de la réalité, où il y a une journaliste de France 2 qui vient les interviewer, et où ça donne lieu à une espèce de battle en mode qu'est-ce que tu veux, ferme ta gueule. Je me demande si c'est pas une reconstitution. Ouais, je crois que ça a vraiment eu lieu ce genre de scène, parce que ça me dit quelque chose, ces images de Cool Chain et de Joey Star qui se font interviewer et qui interpellent la journaliste. Enfin, elle a bien restitué justement ce côté-là, vraiment, enfin les images d'archives, tout ça. Il y a un vrai usage. Enfin, le film commence sur Mitterrand, tout ça, qui parle des banlieues et tout. Je trouve c'est plutôt bien amené, même si ça aurait pu être poussé plus loin. C'est ce que je disais tout à l'heure, que le contexte social, tout ça aurait pu être un petit peu plus prégnant. Maintenant, effectivement, c'est toujours une question d'équilibre. On peut pas faire. Et perso, j'ai une petite réflexion, mais ça c'est encore perso, mais j'arrête pas de le dire sur de nombreux films. Je pense que ce film a une version longue qui traîne quelque part. J'ai trouvé de nombreuses scènes un peu coupées dans le gras. Ouais. Ça rend bien par instant, mais ça fait un peu coupé dans le gras. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une version de 2h30, voire 3h qui traîne quelque part. Possible, ouais. Ça serait pas étonnant. Mais en tout cas, pour moi, il fait un peu charcuté par moment le film. C'est pas un gros défaut, j'ai pas forcément envie de trop le mettre en avant, mais je sens que le film est un peu charcuté et ça se voit. Ouais. Ça se voit un peu. En termes de casting, alors on va se garder les deux meilleurs pour la fin. On va citer César Chouraki qui joue Franck Chevalier, on va citer Félix Lefebvre qui joue Sébastien Farran. Les deux, moi je les ai trouvés excellents. Sébastien Farran, en plus, c'est un personnage vraiment très un peu polémique quoi, au sein du groupe, parce que voilà, il a son histoire avec les deux. Et je trouve que l'acteur, j'ai même pas reconnu que c'était le mec qui jouait dans Été 85. Tu vois, si, moi il m'a fallu un petit peu de temps et ensuite tu fais. C'est lui. Je l'ai vu là et je trouve qu'il a ce côté justement un peu grande gueule, un peu séducteur et tout avec eux. Ouais. Bon, quand on connaît l'histoire du groupe, après on sait que ça se passe pas très bien. Mais du coup puis César Chouraki aussi qui joue Franck Chevalier aussi, lui il a une super gueule, moi j'adore. Derrière on peut citer Chloé Le Cerf qui joue Virginie, Yayan Badi, Nathaël Bozine-Voir, Teddy Candela, Zakaria El Baïla, Bijo Gundoul, enfin bref, tout le casting est vraiment bon, mais comme tu l'as déjà évoqué. Il y a l'acteur qui fait son père, il faut en parler aussi. Oui. Enfin, moi je l'avais jamais, je pense pas l'avoir déjà vu quelque part. Je crois l'avoir vu dans quelques films, mais alors honnêtement, je trouve que... rôle sans faire attention. Je trouve qu'il a une gueule, il a des yeux, et il a une présence. Et puis c'est vrai que je crois qu'il a 4 scènes à peu près dans le film. À chaque fois, c'est vrai que tu flippes quoi, parce qu'il est... Alors, comme je disais, ils vont peut-être pas assez loin, si tu veux, dans le côté, parce que peut-être qu'ils voulaient pas non plus grossir le trait, ou voilà, redire le sujet et tout, mais c'est vrai que tu le sens vraiment comme une ombre sur tout le film, quoi. Enfin, sur Joey Star. Et après, donc, il y a Théo Christine et Sander Funtek. Les deux, forcément, Théo Christine ressort un peu plus parce qu'il est beaucoup plus mis en avant, mais les deux ont une putain d'alchimie.
Ouais. C'est bon de le dire. Tu sens à l'écran qu'ils se sont éclatés, et même pour ceux qui restent jusqu'à la fin du générique, il y a une toute petite scène à la fin du générique où on voit qu'il y avait une alchimie sur le plateau, et où ça rend super bien, et où c'est vraiment fun. Je pense que ça devait être vraiment fun de les voir jouer, parce qu'il devait y avoir un truc. À mon avis, il doit y avoir beaucoup de spontanéité sur de nombreuses scènes. Je pense à la première scène où ils rappent ensemble sur le bord Sur le bord du rail, là. sur le bord du rail. Je pense que celle-là, elle a dû être en grande partie improvisée, tellement tu sens qu'il y a une spontanéité dans la manière avec laquelle ils interagissent l'un avec l'autre. Ouais, puis l'intelligence de la production là, sur ce coup-là, c'est qu'ils ils les ont recrutés assez rapidement et ils leur ont laissé presque un an en fait de répète avant le tournage, c'est-à-dire pour vraiment se familiariser avec un flow, voilà, pour pouvoir rapper, avec leur corps pour pouvoir danser, parce que Joe Star, ça c'est pas trop montré, mais il est surtout danseur au départ. On le voit dans une scène. Ouais, de famille. Famille. Et puis du coup, c'est vrai qu'ils ont eu ce temps-là pour travailler ensemble. NTM les ont accueillis sur scène aussi, voilà, pour qu'ils participent, bon, sans rapper, mais voilà, pour qu'ils se familiarisent aussi avec le lieu. Donc je pense qu'ils ont eu le temps de développer quelque chose qui n'est pas forcément le cas dans toutes les productions. Les acteurs arrivent souvent comme ça. Mais là, je pense qu'ils sont vraiment... Sur les biopics, il y a quand même une généralité de la plupart du temps de vouloir faire en sorte que les acteurs s'imprègnent des personnages. Enfin, je pense... juste au biopic sur Aretha Franklin qui a été fait dernièrement, l'actrice qui a campé le rôle a été choisie par Aretha Franklin de 1, et de 2, elle a eu quasiment 5-6 ans pour s'imprégner du personnage, même après la mort de celle-ci. Enfin, mais c'est vrai que là, du coup, on ressent une vraie authenticité dans leurs deux interprétations, et on sent une vraie crédibilité dans leur jeu qui fait qu'on y croit à fond. Et physiquement, il y a aussi quand même une petite ressemblance, quoi. Les deux acteurs ont quand même des gueules qui ressemblent aux personnages qu'ils sont supposés incarner. Donc ça joue sera pas forcément le cas sur le biopic Arte là qui est en train de se faire, parce que Anthony Bajon ne ressemble pas forcément à Chen. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais à la fois, Anthony Bajon est un excellent acteur. Donc, voilà. Ouais. Mais Chandler Funtek et Théo Christine, pour moi, ce sont vraiment deux acteurs qui peuvent exploser dans les années à venir. Oui. Théo Christine, je l'avais remarqué dans Garçon Chiffon, il y a un petit rôle dedans. Et Chandler Funtek, je sais plus dans quoi, mais je trouve qu'ils ont vraiment quelque chose. Ils ont des physiques complètement atypiques en plus. Chandler Funtek, c'est une sorte de Cassel, Vincent Cassel. C'est vrai, t'as raison. Et d'ailleurs, en parlant de Cassel, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que le film montre, justement, je disais qu'il y avait un vrai respect de la culture hip-hop, et on voit Rockin' Squat, qui est le frère de Vincent Cassel, on voit quand ils sont en train de répéter dans l'appartement, on voit Solo et Rockin' Squat du groupe Assassin, et j'ai trouvé ça hyper cool en fait. C'est juste un petit easter egg qui était bien sympa pour tout fan de rap, mais ouais, non, je pense que c'est deux acteurs qui vont vraiment percer dans les années à venir. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Et je suis hyper content de leur prestation, parce que je pense que le film aurait pu être complètement raté. Enfin, tout ce qu'on reproche au film est rehaussé par est compensé par ça, par leur interprétation. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo sur Suprême. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher Kevin ? J'en retiens un biopic à l'américaine, comme on disait, avec des influences diverses et variées, de Ryan Coogler à 8 Mile, voilà. Mais à la fois avec beaucoup de respect pour la culture hip-hop, comme je disais, une interprétation démente, mais quelques limites un petit peu inhérentes au genre de biopic. Du biopic. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, je résumerais ça par un mot qui n'est pas péjoratif, c'est classique. C'est vraiment classique. Il n'y a pas de grosse prise de risque. Il y en a quelques-unes, mais comme dans tout film qui se veut un petit peu classique la plupart du temps, c'est un film qui se repose sur un bon background, sur une bonne forme, sur des très bons acteurs, mais qui ne prend jamais les risques qu'on pourrait attendre sur ce genre de film. Et c'est ça qui fait que, malgré le fait qu'on est très enthousiaste, on a toujours ce petit instant où on se dit « ça aurait pu être mieux fait » ou « ça aurait pu être plus audacieux ». Voilà. Mais pour autant, c'est bien de le redire, Suprême de Audrey Strugo, ça reste bon, c'est à voir en salle, c'est à soutenir. Et comme tu me disais avant la vidéo, potentiellement ils ont évoqué le fait de faire une suite. J'ai entendu ça dans une interview, Audrey Strugo répondait à une question là-dessus, elle n'excluait pas l'idée. On verra. Selon le succès du film. On verra bien. On se retrouvera pour cette suite, dans tous les cas. Avec plaisir. Merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Je sais que ça te tenait à cœur en plus. Cette vidéo, j'attendais beaucoup du film. Bon, j'ai pas été déçu, donc je suis content de faire la chronique avec toi. C'est le plus important. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. La drogue, c'est mal, les enfants. Ne prenez pas de drogue et ne buvez pas trop. Non.
Prenez pas le mauvais crack qu'il y a dans l'alu au fond de la cité.